Good night Malaysian 370. Le dernier message reçu par l'appareil en quittant l'espace aérien malaisien. Quelques minutes plus tard, le vol MH370 ce soir-là disparaît des écrans radars. Le contexte, un Boeing 777 avec 239 personnes à bord. Le numéro de vol MH370 était celui d'un vol de routine. Chaque soir, un Boeing 777 de Malaysian Airlines reliait Kuala Lumpur et Pékin. Mais cette fois-là, il est devenu d'un instant à l'autre le plus grand mystère de l'aviation civile. Bon, cette histoire vous la connaissez déjà, c'est pas le but de s'éterniser là-dessus. Mais pourquoi en 2026, alors qu'on a des technologies de pointe, on n'a toujours rien retrouvé? Aujourd'hui, on va essayer de retracer les faits. Qu'est-ce qui s'est produit concrètement cette nuit-là, selon ce que l'on sait? On verra rapidement aussi où est-ce que ça en est aujourd'hui, parce que bon, ça fait quand même 12 ans maintenant. Mais surtout, quelles sont les théories autour de cette disparition? Que dit la version officielle? Que disent les versions alternatives? Et que valent-elles? Bienvenue sur Info Airways, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du vol MH370. Et je vous rappelle que ce vol est non fumeur, je vous prie de bien vouloir vous abonner et d'attacher vos ceintures. Je vous souhaite un agréable vol. D'ailleurs, je vous ai invité à vous abonner, mais si vous aimez tout ce qui touche à l'aérien, je suis très actif sur TikTok et Instagram, je poste plusieurs fois par semaine, donc je vous laisse aller vous abonner, Info Airways, sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description et c'est parti. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Bon, comme on l'a dit, le vol MH370 c'était vraiment un vol de routine, un vol de nuit de 6 heures auquel les équipages étaient tout à fait habitués. Rien de spécial en fait. Donc, le 777 décolle à minuit et 41 minutes ce samedi 8 mars 2014. 227 passagers et 12 membres d'équipage. L'avion s'envole et tout va bien. Bah oui, non, je vous ai dit, c'est un vol normal hein, de base. Mais 38 minutes après le décollage, donc vers 1h19, l'avion quitte l'espace aérien malaisien. En quittant l'espace aérien de la Malaisie, les pilotes qui sont aux commandes de l'appareil sont censés prendre contact avec le contrôle aérien vietnamien. C'est une procédure standard, hein, à chacun des vols que vous prenez, où que ce soit. C'est comme ça, il y a le contact entre le sol et l'avion, et du coup, si on change de pays, si on change d'espace aérien, eh ben, on doit contacter l'espace aérien du pays qu'on va survoler, en gros. Mais là, le dernier message échangé avec l'appareil, ce sera celui d'au revoir de la Malaisie. Bah oui, parce qu'après avoir dit aux pilotes de contacter le contrôle aérien vietnamien, eh ben, ils ont dit au revoir, ils ont dit « Good night, Malaysian 370 ». Puis plus rien, pas de prise de contact avec le Vietnam, plus de nouvelles, silence radio, et même pire, l'avion disparaît des écrans radars. Bon, si on avance de quelques heures, il est 6h30, l'avion est censé atterrir à Pékin. Et pour l'instant, rien n'a été communiqué. Les familles sont là, elles attendent impatiemment leurs familles, leurs proches qui devraient débarquer de l'avion en provenance de Kuala Lumpur. Et sur les panneaux d'affichage de l'aéroport, le vol il est marqué comme en retard. Bon, le retard il se retarde encore un peu plus, le retard s'accumule. En fait, on dirait que le personnel de la compagnie qui est au sol à l'aéroport de Pékin eux-mêmes attendent de voir cet avion réapparaître, entre guillemets. Mais non, cet avion ne va jamais atterrir à Pékin. Et à 7h24, la compagnie annonce aux médias l'absence de l'avion et ceux-ci vont dévoiler à 8h30 cette nouvelle au monde entier. Un avion a disparu. Ce soir, le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, avec 239 personnes à bord, n'a toujours pas pu être localisé. D'intenses recherches aériennes et maritimes se poursuivent depuis que l'avion a disparu très tôt ce matin sur les écrans radars. Pressés par les journalistes, un à un, les proches des passagers du vol MH370 affluent vers les zones aménagées pour eux dans l'aéroport de Pékin. Une attente insupportable. Mon fils a seulement 40 ans. Comment est-ce possible de le remplacer? Parti de Malaisie hier, l'appareil n'est jamais arrivé à Pékin. Une case noire sur le tableau. Je n'ai jamais su ce qui se passait. On m'a juste dit que quelque chose était arrivé à l'appareil. Alors je ne vais pas m'attarder sur le détail du comment ont été faites ces recherches, étant donné que du coup on n'a rien trouvé. Hein, voilà. On verra plutôt ce qu'il en est aujourd'hui, 12 ans après, et quelles sont les conclusions de l'enquête qui a été faite. Donc on verra ce que disent les rapports officiels, mais on viendra ensuite questionner ces conclusions, parce qu'on trouve parmi elles de nombreuses incohérences. L'équipe d'enquête conclut sans grande surprise qu'elle est incapable de déterminer la cause réelle de la disparition sans épave et donc sans enregistreur de vol, les fameuses boîtes noires. Bah oui, parce que sans l'épave, forcément on ne peut pas trouver les boîtes noires. Et seules les boîtes noires nous permettraient d'entendre d'une part ce qui s'est dit dans le cockpit avant la disparition, et d'autre part les commandes de vol qui ont été utilisées, plein de paramètres qui sont enregistrés dans ces enregistreurs de vol qu'on appelle les boîtes noires. Un élément intéressant qui sera beaucoup utilisé, c'est les pings émis par l'avion, qui selon le rapport officiel ont continué d'émettre encore quelques heures après la disparition de l'avion. Les pings, c'est juste un échange entre le satellite et l'avion. Le satellite, il dit « Avion, es-tu là ? Oui chef, je suis là ». Mais ce signal ne donne pas de position géographique. Il confirme juste que l'appareil est
encore là vu qu'il répond. Et pour la faire courte, grâce au ping des satellites d'Inmarsat, donc un géant des télécommunications britanniques, ils ont pu déduire une distance entre le satellite et l'avion. C'est bien joli, mais ça nous donne qu'un rayon autour du satellite, un grand cercle comme ça sur la carte, sur lequel peut se trouver quelque part l'avion. Donc en croisant ces données avec la dernière position connue de l'avion, ils ont pu déduire deux trajectoires possibles, une vers le nord, une plutôt vers le sud, sauf que celle vers le nord est vite écartée parce que ça veut dire que l'avion aurait survolé plein de terre, il aurait bien fini par atterrir quelque part, il aurait bien été aperçu. Atterrir ou cracher, mais il aurait été aperçu dans tous les cas. Donc en gros, d'après ces données, l'avion aurait fait demi-tour dans la mer de Chine méridionale pour ensuite partir vers le sud, jusqu'à la panne sèche dans l'océan Indien et finir son trajet dans l'eau quoi. Ah oui, et d'ailleurs je vous disais avant que l'avion a disparu des radars civils, mais pas des radars militaires. Les radars militaires, ils détectent des masses de métal en gros. Et ils ont dit bien plus tard, ah oui, on a vu un truc par là, enfin c'était pas très clair. Mais du coup, on peut vraiment se demander pourquoi les militaires, ils ont pas réagi plus tôt en voyant un avion faire demi-tour. C'est un peu bizarre quand même. Aussi, quand on analyse d'autres crashs qui ont eu lieu en mer, comme par exemple le crash d'Air France reliant Rio et Paris dans l'océan Atlantique, on observe qu'il y a quand même des débris, il y a toujours des débris qui remontent à la surface, des morceaux de fuselage qui flottent, des bouts de siège, des bagages, enfin il n'y a pas tout qui coule au fond. Mais pour le MH370, on ne retrouve rien dans l'océan Indien. Mais le 29 juillet 2015, donc un peu plus d'un an après la disparition, on trouve un flaperon supposé être celui du MH370 sur le littoral de Saint-André, à l'est de l'île de la Réunion. Mais ça, on peut discuter de est-ce que ce flaperon vient vraiment du MH370 ? Certaines personnes pensent que non, parce qu'en fait, il y a une petite plaquette normalement qui identifie l'appareil. Et apparemment, cette plaquette aurait été enlevée. Mais le seul moment où on enlève cette petite plaquette, c'est au moment où on démantèle l'avion, au moment où il est à la casse, quoi, en gros. Donc selon certaines personnes, ça pourrait être une preuve fabriquée, entre guillemets, pour dire oui, l'avion est bien dans l'océan Indien et au fil des courants, il y a un flaperon qui s'est retrouvé ici. Donc plein d'éléments qui ensemble composent une version officielle qui déduit que l'avion s'est crashé dans l'océan Indien, au large de l'Australie. Mais rappelons-le, on n'a trouvé pour l'instant aucune épave, aucun grand champ de débris, aucune preuve solide que l'avion est bien là, et encore moins que le pilote en est responsable. Car oui, le rapport incrimine le pilote de l'avion, mais ça on y reviendra plus tard parce que c'est clairement discutable. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Vous l'avez peut-être vu passer dans l'actualité récente, Ocean Infinity, donc c'est une entreprise spécialisée dans la robotique marine, a lancé il y a un an une nouvelle campagne de recherche avec une promesse. Grâce à des nouvelles technologies de pointe, en fouillant un secteur, on est obligé de le trouver, quoi. Donc l'avion devrait être localisé. Donc là, beaucoup d'espoir autour de cette campagne de recherche. Les recherches pour retrouver l'épave du Boeing 777 dans l'océan Indien reprennent ce mardi 30 décembre 2025. Des investigations menées par une entreprise britannique, Ocean Infinity. L'entreprise a connu des succès. Fin 2018, elle retrouve l'épave du San Juan, un sous-marin argentin disparu un an auparavant. Puis en 2022, elle participe à retrouver l'Endurance, un navire bloqué depuis un siècle sous les glaces du pôle Sud, une épave considérée comme la plus difficile d'accès au monde. C'est donc, forte de cette expérience, qu'Ocean Infinity repart en février 2025 à la recherche du Boeing de la Malaysia Airlines. Le deal entre le gouvernement malaisien et les Britanniques est simple, une récompense de 70 millions de dollars versée uniquement si la société retrouve l'épave dans les 18 mois. Et en préparant cette vidéo, du coup, je suis allé voir un peu qu'est-ce qui se passait du côté d'Ocean Infinity, parce qu'on en a beaucoup parlé du lancement de ces recherches, mais après, plus rien. Et je suis tombé sur ce communiqué de presse datant de la semaine passée, le 8 mars 2026. Après 140 000 km² de fonds marins fouillés de fond en comble, l'avion n'a toujours pas été retrouvé, pas d'épave, pas même un débris. On peut donc légitimement se questionner sur la théorie officielle et sur la trajectoire de la fin du vol MH370. Je n'ai pas épluché toutes les théories alternatives car on entend tout et son contraire, il y a des trucs très sérieux, des trucs pas du tout sérieux. Personnellement, je me suis penché sur l'enquête d'une journaliste française, Florence Dechangy. Son enquête apporte un regard critique sur les recherches officielles en dénonçant de nombreuses anomalies et incohérences avec des arguments franchement solides. Mais alors, qui est Florence Dechangy ? Eh ben, c'est une journaliste française qui a travaillé pour Le Monde et pour RFI.
et elle a longtemps été en correspondance en Asie du Sud-Est. Et en fait, elle s'est immédiatement posé des questions sur ce qu'on nous disait par rapport au MH370. Et là, personnellement, ça fait écho à mes études parce que je suis étudiant du coup en information et communication. Du coup, je me questionne souvent sur le réel rôle d'un journaliste comme elle, par exemple. Donc, c'est-à-dire de chercher la vérité et chercher à transmettre la vérité. Les publics ont un droit à l'information et les journalistes ont un devoir d'informer. Et en gros, elle, ce qu'elle a fait, c'est de repérer des anomalies dans les rapports officiels et du coup, elle est allée questionner ces anomalies. Et au final, elle a passé plus de 10 ans à faire une enquête alternative pour traquer la vérité sur cette affaire. Que ses conclusions soient bonnes ou non, je trouve que d'un point de vue purement journalistique, on peut clairement saluer cette démarche qui montre un réel investissement dans sa mission. Et le résultat de ses recherches se trouve là-dedans. Elle a écrit ce livre, Vol MH370, la disparition, qu'elle a sorti en 2021 aux éditions Les Arènes. En fait, il vient compléter un précédent livre qu'elle avait sorti en 2016. Le vol MH370 n'a pas disparu. Mais en fait, cette version-là, elle vient enrichir son propos qu'elle a tenu dans la première version de 2016. Bref, dans son enquête, elle décèle des éléments incohérents de l'enquête officielle et tente d'apporter des réponses avec ses recherches à elle qu'elle a menées. On nous dit qu'on a perdu un Boeing 777, l'avion le plus sûr du monde de l'aviation civile. En plus de ça, on a perdu 239 passagers. On n'a jamais retrouvé le corps d'aucun de ces 239 passagers. Il y avait également 10 tonnes de cargo et puis évidemment des centaines de téléphones. Je me suis très vite rendu compte que c'était une insulte à l'intelligence humaine que de faire croire au monde entier qu'on pouvait perdre un avion de ce type-là, tous ses passagers, dans une des zones les plus contrôlées et les plus surveillées du monde. Donc il faut arrêter de dire qu'elle est incroyable, cette histoire, il faut dire qu'elle n'est pas crédible. Et sur la base de ce constat, j'ai repris tous les éléments qu'on nous avait fournis pour étayer la pseudo-version officielle. Je me suis rendu compte qu'ils ne tenaient pas, il n'y en a pas un qui tient, et donc je suis partie du début, l'instant où l'avion disparaît des écrans radars, et je me suis demandé, bon bah alors en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et voici plusieurs éléments qu'elle vient questionner. Dans la plupart des théories qu'on voit passer, la question du fret est souvent revenue, donc la cargaison de l'avion. Beaucoup ont parlé des mangoustans, donc des fruits et de batteries lithium qui se trouvaient dans les soutes de cet avion. Mais quand on regarde les détails du vol MH370, comme je l'ai dit, c'est un vol quotidien, donc il y a eu le même vol tous les jours précédents. En fait, il y a un peu les mêmes cargaisons à chaque vol, donc ça montre rien d'anormal ou de particulier ce soir-là. Par contre, Florence de Changy trouve quand même des trucs un peu bizarres dans cette cargaison. En revanche, il y a une autre cargaison qui est de l'électronique, 2,5 tonnes cette fois-ci, qui est décrit comme des batteries, des chargeurs, des talkie-walkie, et qui là, incroyablement, n'est pas passée au scan. Pourquoi elle n'est pas passée au scan? On nous dit qu'elle était trop volumineuse et trop lourde. Mais en plus de ça, elle est livrée à l'avion, peu avant le décollage, sous escorte. Et quand je vois la conjonction de ces deux éléments, c'est une alerte rouge sur ce que peut être ce cargo. Pourquoi un tel traitement de faveur pour de la marchandise banale? Selon elle, l'avion transportait une technologie américaine ultra sensible que la Chine voulait intercepter, et ce serait là le point de départ de toute cette histoire. Deuxième point crucial, c'est que l'enquête officielle nous mène dans l'océan Indien, alors que Florence, elle nous fait rester en mer de Chine méridionale, là où l'avion a disparu. Selon elle, l'avion n'a pas fait demi-tour. On nous a dit que l'avion avait peut-être été vu aux Maldives. Je suis allée aux Maldives. L'avion qui a été vu aux Maldives le matin du 8 mars n'est pas le MH370. Et comme ça, une série de vérités ou de pseudo-vérités qui ont été assénées que j'ai démontées et qui montrent que c'est pas du tout ce qu'on nous a suggéré comme version qui s'est vraiment passé. En fait, à ce moment-là, il y avait des exercices militaires dans la même zone par laquelle passait l'avion. Et du coup, l'avion aurait été intercepté par 2 avions radars, des AWACS, et ces avions-là sont capables de brouiller la communication d'autres appareils. Et du coup, le Boeing de la Malaysian Airlines aurait été abattu soit par erreur, soit pour empêcher cette cargaison d'arriver en Chine. À l'instant de sa disparition des écrans radars, MH370 est tout simplement brouillé. Il est brouillé, semble-t-il, par 2 avions américains. Donc première chose, MH370 disparaît parce qu'il est brouillé, mais il continue de voler parce que c'est cohérent avec la mission du commandant de bord qui continue, même s'il ne peut plus communiquer, sur son cap. Environ 1 heure et quelques minutes plus tard, c'est que l'avion, très bizarrement, communique à nouveau. Ça veut dire qu'il n'est plus brouillé. Et là, on est dans une petite fenêtre de tir, si je puis dire, parce qu'il se peut qu'à ce moment-là, il y ait eu soit un accrochage en vol avec d'autres avions qui seraient impliqués dans cette opération,
soit effectivement un missile. Et finalement, on nous présente dans la version officielle le commandant de bord comme un homme instable et comme je vous l'ai dit avant, on le tient responsable de cet acte, de cette disparition. Zahari Shah, 53 ans, un des meilleurs pilotes de la compagnie, a été immédiatement la cible d'une campagne de calomnie qui est sortie de partout, tendant à décrédibiliser l'honneur et la légitimité de cet homme et donc de le faire un complice potentiel de ce drame. Il m'a semblé essentiel de me faire un avis personnel sur ce commandant de bord. Et au bout d'une semaine d'enquête, en rencontrant les siens, j'ai également eu accès au dossier de police sur son profil, j'ai été convaincue de son honnêteté. J'ai été convaincue que cet homme était absolument passionné par son métier et excellent, que c'était un homme droit, un homme bon, et que par conséquent, lui prêter un rôle dans cette sinistre affaire était totalement déplacé et faisait sans doute partie de la stratégie de camouflage, disons, d'enfumage de cette histoire. En fait, Florence se demande plutôt qu'est-ce que le FBI faisait chez lui dès le lendemain. Ils ont saisi son simulateur de vol personnel alors que théoriquement, l'avion n'a rien à voir avec les États-Unis. Donc imaginez, l'avion il n'est même pas déclaré encore officiellement comme perdu et le FBI, les Américains sont présents en Malaisie chez le pilote. C'est une réactivité vraiment questionnante et surtout le FBI n'a rien à faire là. Donc son hypothèse c'est que ce serait une mise en scène pour construire un coupable et clore le dossier plus facilement. Mais pourquoi nous cacher ça? Parce qu'en fait c'est compliqué de dire au monde entier oui, nous avons abattu un avion avec 239 personnes à bord pour des raisons géopolitiques. C'est vrai que ça la fout mal. Il y a une autre personnalité française importante dans cette histoire, c'est Ghislain Wattrelos. Désolé, j'ai peut-être écorché son nom. En fait, il a perdu sa femme et 2 de ses 3 enfants qui étaient à bord de cet avion. Et depuis 12 ans, il se bat non pas pour des hypothèses, mais pour des réponses. Pour lui, les services secrets de plusieurs pays, comme la Malaisie, la France, les États-Unis ou encore l'Australie, savent exactement où est cet avion, savent exactement ce qui s'est passé, mais se taisent pour protéger un secret diplomatique et militaire. Il questionne également la réaction de la France à cette affaire, mais là je vais le laisser expliquer ça mieux que moi dans cet extrait. Vous pensez que le gouvernement français est au courant? Bien évidemment. J'en veux pour preuve que François Hollande n'a jamais rien dit sur cette histoire. 3 mois plus tard, un avion est abattu sur l'Ukraine, de la Malaisie aérienne aussi. Oui, tout à fait. On dit mais que par une erreur de tir, c'est ce qu'on disait à l'époque. Oui, je sais pas. En tout cas, François Hollande monte au créneau et dit il faut une enquête internationale. Il n'y a pas de Français dans l'avion. Il faut savoir que sur notre histoire à nous, oui, il y en a. Il n'a jamais rien dit. Personne du gouvernement n'a jamais rien dit, jamais exprimé. Pourquoi il s'exprime sur un avion où il n'y a pas de Français, alors que dans celui-là, il y a 4 Français? Il n'a jamais voulu s'impliquer. Il est évident qu'il est au courant, il ne peut pas s'impliquer. Il a d'ailleurs lui aussi écrit un livre sur cette affaire, Vol MH370, une vie détournée, que je n'ai pas encore lu, que je compte lire et que je vous conseille si vous voulez comprendre la douleur et la colère des familles. Bon pour terminer, maintenant, qui croire? Parce que c'est sûr qu'un rapport officiel de 450 pages a peut-être plus de poids qu'une journaliste ou qu'un père de famille. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a de nombreuses parts d'ombre et de nombreuses incohérences dans les documents officiels. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de se pencher sur des versions comme ça qui sont franchement très pertinentes. Ce ne sont pas des preuves infuses officielles de ce qui s'est passé, mais franchement c'est beaucoup plus concret que ce qu'on nous dit dans les rapports officiels. Et quand même, si après 12 ans on trouve toujours rien, c'est peut-être qu'on cherche pas au bon endroit. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire, s'il y a une théorie que tu privilégies par rapport à une autre. Et dis-moi aussi ce que tu as pensé de ce format, c'est la première vidéo que je fais sur YouTube pour Info Airways, donc si tu aimes bien ce format ou si tu l'aimes pas trop, dis-moi pourquoi en commentaire, et si ça te plaît, je te laisse t'abonner et propose-moi aussi du coup en commentaire d'autres sujets, d'autres questions que je pourrais aborder dans de prochaines vidéos. Et si les avions et les voyages ça t'intéresse, je te laisse aller t'abonner sur Instagram et TikTok, les liens sont dans la description, je fais plein de contenu, voilà, et je réponds aussi à vos questions en commentaire sur ces réseaux-là. C'était Info Airways, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.